Donc François Ruffin, je suis député La France Insoumise Picardie Debout de la première circonscription de la Somme. Pour moi, il y avait deux verbes qui me motivaient. Il y a le verbe s'exprimer. Donc exprimer, ça veut dire pousser dehors. C'est-à-dire que, en gros, la colère que je peux avoir à l'intérieur, il s'agit de la canaliser et d'en faire quelque chose à l'extérieur. Et aussi de représenter. Donc je me suis efforcé de représenter les gens dans mon journal, Fakir, depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai arrêté là. À travers des émissions de radio, puisque je travaillais pour La Bastille, j'y suis. Et je donnais la parole aux gens aussi, à travers des films où je mettais des gens ordinaires, mais qui en fait sont des héros ordinaires, sur grand écran. Et je les représentais aussi à la tribune de l'Assemblée nationale, en leur donnant la parole, ou en m'exprimant, en leur prêtant ma voix, quoi. Donc voilà, ce qui me motive. Je pense que, par exemple, le défi majeur qu'on a affronté pour moi, c'est le défi climatique, parce que c'est un défi qui met en danger l'humanité. Et soit on ne se prépare pas à ça, et dans ce cas-là, ça va se faire par le biais de l'injustice, et ce sont les plus fragiles dans notre pays et dans tous les pays qui en seront frappés. Soit on se prépare, on s'adapte et on lutte au mieux contre ça, au moins pour pas que ça se réchauffe trop. Et à ce moment-là, il faut organiser la société en fonction de ça. En fait, je crois qu'il y a une ligne de partage qui est, est-ce qu'on croit que c'est le marché qui de lui-même va de façon spontanée parvenir à l'harmonie universelle et faire qu'il y ait une transformation de la société, ou bien est-ce qu'on pense que pour ça il y a besoin d'un chef d'orchestre et que ce chef d'orchestre c'est l'État, et que de la même manière que Roosevelt en 1942, à un moment où il entre en guerre pour combattre la barbarie nazie, canalise les capitaux, l'énergie du pays, le savoir-faire, la main-d'œuvre, l'intelligence en une direction qui est l'économie de guerre, parce qu'il manque de temps, qu'il manque de bombardiers, il manque de tout ça. Aujourd'hui, pour moi, il y a la nécessité de canaliser les énergies, les capitaux, le savoir-faire, l'intelligence du pays en une direction qui est transformer nos déplacements pour que on puisse aller sur le rail, à la fois sur les marchandises et sur les personnes, pour qu'il y ait plus 5 millions de passoires thermiques sur le logement, pour qu'on ait des ateliers de réparation, un par quartier, un par canton, pour que dans l'agriculture il y ait moins d'intrants chimiques, moins de mécanique, mais est-ce que tout ça va se passer spontanément grâce à la main invisible du marché, ou bien est-ce qu'on pense qu'il y a besoin d'un régulateur, d'un organisateur de ça? Et moi je suis du camp qui pense qu'il faut organiser ça. Moi je crois qu'on a une crise du néolibéralisme, c'est-à-dire compétitivité, marché, concurrence, croissance, mondialisation, tous ces mots-là qui étaient les organisateurs du pouvoir, les élites voulaient toujours plus de mondialisation et ainsi de suite, et je vois bien qu'il y a une immense résistance en face, que les gens veulent plus de ça, ils désirent autre chose, ils désirent sans doute moins de concurrence et plus d'entraide. Et ils décident sans doute moins de croissance et plus de partage. Finalement, dans un pays comme la France, le gâteau est assez gros. L'idée n'est pas de le faire grossir, mais comment on peut mieux le répartir. Et moins de mondialisation, mais plus de protection. Et je pense que c'est un désir très profond, très partagé. Et donc, il y a une demande de rupture avec l'ordre dominant dans la société française, mais dans les sociétés européennes. Du coup, s'ils veulent garder le pouvoir alors que leurs idées ne marchent plus, le marché ne marche plus, il faut qu'ils divisent en face. Et donc, ils posent au cœur du débat, non plus la question sociale, non plus la question économique, parce qu'ils savent qu'ils vont être battus là-dessus, mais ils posent la question identitaire, et en tentant d'opérer, et il faut le dire, en y réussissant assez largement, une division entre, en France, les quartiers et les campagnes, par exemple. Et donc, nous, on doit travailler à construire un bloc historique qui doit rassembler à la fois la classe intermédiaire, les éduqués du supérieur qui sont souvent dans les centres-villes, mais aussi réconcilier les classes populaires des campagnes et les classes populaires des quartiers. Et tant qu'ils parviennent à diviser ce bloc qui est notre bloc historique, il y a des grosses chances qu'on perde. Mais on va gagner. Là, le 9 juin, il y a les élections européennes qui arrivent. On a l'impression que la gauche est vachement divisée. C'est pas une impression. Enfin, je veux dire, quand tu as 4 listes, et encore, il y en a d'autres qui se rajoutent, mais quand tu as une liste communiste, une liste socialiste, une liste écologiste et une liste insoumise, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est divisée. C'est pas une impression. Et je pense, c'est le pari, c'est pas seulement un pari qu'il nous faut faire en se mettant à genoux et en espérant et en attendant, mais j'espère qu'après le 9 juin, il va y avoir un sentiment de gravité qui va traverser le pays, en particulier les forces progressistes du pays, si jamais, c'est quand même ce qui se dessine, on a une extrême droite qui flirte avec les 40%. Et avec tous les jours
l'hypothèse d'une Marine Le Pen il y a 2 ans qui paraissait impossible, qui devient possible et en fait qui est rendue tous les jours plus probable. Si c'est ça, eh bien, j'espère que ça ne va pas être une accoutumance, une résignation, un abattement à ça, mais qu'on saura tirer la sonnette d'alarme et que le premier réflexe, ça sera un réflexe d'unité. Bon, avant le 9 juin, qu'est-ce que vous auriez dit à dire aux électeurs qui sont tentés par le vote RN, pardon. Vous savez, c'est pas ce que j'aurais à dire, c'est le combat qui est mené de manière quasiment quotidienne ou hebdomadaire. Le monde du travail, il n'a jamais gagné par l'extrême droite. Et si jamais les gens ils ont des congés payés, si jamais ils ont de la sécurité sociale, s'ils ont des retraites, c'est venu par le camp du progrès, c'est venu par la gauche. Sur les listes féministes, le droit à l'avortement, la lutte contre les violences faites aux femmes, même le droit à la pilule, bon, ce sont des droits qui sont arrivés, non pas par l'extrême droite, qui s'est toujours battu contre ça, mais tous ces progrès sont arrivés par la gauche, avec des alliances avec le centre-gauche et avec le centre, pour les rendre majoritaires et consensuel dans la société. Mais je dirais que si on regarde notre histoire, franchement, si les électeurs du Rassemblement national sont sans doute fiers d'être français, il peut y avoir une fierté de ça. Quand est-ce que le Rassemblement national est arrivé, les forces d'extrême droite sont arrivées au pouvoir dans notre pays? Une seule fois. Ce n'est pas par une victoire dans les urnes, c'est par une défaite de nos armées. Et ça n'a pas laissé des souvenirs glorieux, des grandes pages dans notre histoire. Donc, je pense qu'il y a 1000 raisons. Maintenant, la difficulté qu'il y a, parce que si jamais ça va flirter avec les 40%, c'est que les gens ils ont quelque chose qui objectivement les porte à ça, ou subjectivement, c'est que je pense qu'il y a un grand désir de stabilité dans notre pays. Le bloc central libéral s'effrite chaque jour davantage, pour moi, pour une raison, qui est qu'il n'est plus capable de procurer de la stabilité aux gens. La stabilité sur les contrats de travail, la stabilité sur le fait qu'on puisse vivre de son travail, de la stabilité sur le marché de l'électricité, de la stabilité sur aller acheter un médicament alors que les pénuries se multiplient. Et les gens ressentent une espèce d'instabilité permanente qui a été voulue, ça s'appelle la flexibilité, ça s'appelle la mobilité, mais en fait les gens, ils sont fatigués de ça. Il y a une fatigue de ça. Et donc je pense que le camp qui gagnera, c'est le camp qui sera capable de dire aux gens, nous sommes le camp de la stabilité. Avec nous, on va vous rassurer, tu vois, on va vous protéger, on va vous rassurer. Et ma conviction, c'est que c'est pas en niant, par exemple, ce qui va se passer sur le climat, comme le fait l'extrême droite, qui est dans un déni climatique. C'est pas en niant les risques qui sont devant nous qu'on va le mieux se protéger contre ça, qu'on va le mieux rassurer, qu'on va le mieux stabiliser notre pays, mais c'est au contraire en regardant la gravité de ce qui nous attend et en s'y préparant. Et c'est le camp du progrès de la gauche qui peut le faire. Est-ce que l'extrême droite a les mêmes amis que Macron aujourd'hui? Les mêmes amis? Amis. Bolloré, je pense à Bolloré notamment. Je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que tu vois, par exemple, il y a un bouquin d'Éric Vuillard qui s'appelle L'Ordre du jour, qui est une réunion qui se déroule quand Hitler est en train de prendre le pouvoir et il a besoin d'argent et il réunit les financiers autour de la table. Or, je me souviens plus du nom de son ministre des Finances, qui est pourtant Charte, je crois, qui réunit les financiers autour de la table et qui lui font tous des gros chèques. Bon, la phrase est connue, c'est plutôt Hitler que le Front populaire. Eh ben, il est évident qu'il va y avoir la tentation, je l'ai dit, pour maintenir le système en place. Le Rassemblement national ne va pas transformer le système du point de vue social et économique, et donc il va y avoir une grande tentation chez les financiers, chez les grandes fortunes de ce pays, de se dire finalement, là, eux vont nous stabiliser, tandis que, oui, la gauche va venir chercher dans nos porte-monnaies, et on compte bien aller chercher dans leurs porte-monnaies. J'ai une dernière question et puis j'arrête après. Dernière question. Est-ce que c'est vrai que Macron a accordé 50 milliards de cadeaux fiscaux chaque année aux actionnaires du CAC 40? Bon, alors je peux te faire la liste entre la suppression de l'ISF, la suppression de la taxation sur les plus-values et tout ça, mais il faut que les gens mesurent, parce qu'il y a chez les gens, il y a une incompréhension. Comment ça se fait qu'on paye des impôts? Comment ça se fait qu'en effet en France, il y a plus de 50% du budget du PIB qui est socialisé quasiment entre la sécurité sociale, les retraites et le budget de l'État, et en même temps on a des services publics, hôpital qui va mal alors que c'est le pilier de l'État social, école, pilier de la République qui est là aussi en train de partir en lambeaux, et donc il y a une incompréhension chez les gens d'un côté il y a beaucoup d'argent qui est donné, et de l'autre côté les services publics tombent en ruine, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent qui est collecté ne va pas aux services publics. L'argent qui est collecté aujourd'hui, le premier budget de l'État, ce sont les aides aux entreprises. Mais de manière plus générale, on a pour des raisons de mondialisation,
pour des raisons de libre-échange, pour des raisons d'adaptation de notre pays. Plus ça va, plus tout est subventionné. Tu regardes, la prime d'activité, c'est une subvention au salaire, tu vois. Le logement, il y a les subventions au logement. Les agriculteurs, c'est une agriculture sous subvention. Et en fait, on a un pays qui est quasiment sous perfusion de subventions, ce qui fait que l'essentiel de ce qui est collecté ne va pas pour les services publics et pour construire ces piliers, mais va pour des subventions tous azimuts, ce qui produit une tension chez les gens qui disent on paye, mais pourquoi on paye si ça ne marche pas, quoi. Et donc, au-delà des milliards de diminution des impôts sur les plus riches et sur les plus grosses entreprises, il y a cette question centrale pour moi qui aujourd'hui est quasiment 200 milliards de niches fiscales, allègements en tout genre et qui est devenu le premier budget de l'État, quoi.